Messieurs, dames, nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je vous dis bonsoir et bienvenue dans votre émission que vous aimez bien, Tango Koki. Tango Koki, c'est une grande émission socio-culturelle, bien sûr, en République démocratique du Congo. Nous sommes là pour vous informer, bien sûr, sociopolitique, qu'est-ce que je disais? Sociopolitique en RDC, nous sommes là pour vous informer, nous sommes là pour analyser l'actualité dans notre pays. Vous le savez très bien, ça fait de cela plus de 4 mois passés que le fait que ce qu'est dit, bien sûr, le chef de l'État est à la tête de ce pays. Oui, après, bien sûr, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans le domaine des droits de l'homme en RDC. Nous allons essayer de faire un bilan sur cet aspect, bien sûr, hein, puisque nous recevons pour vous aujourd'hui un acteur très majeur dans notre pays en ce qui concerne les droits de l'homme. Il s'appelle Jean-Claude Katende, le président de la SADO. Oui, il est là ensemble avec nous. Nous allons essayer d'analyser les droits de l'homme en RDC. Est-ce qu'il y a eu un bilan positif pendant plus de 4 mois? On verra la suite, bien sûr. Il y aura aussi des propositions de suggestions à faire. En plus de cela, nous avons une thématique très importante que vous adorez, oui, analyse sur l'actualité en RDC. Analyse sur l'actualité en RDC. Aujourd'hui, nous allons d'abord faire le bilan de l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala, qui avait déjà démissionné, et parler aussi du nouveau Premier ministre qui a été déjà nommé il y a peu, il y a une semaine presque, par Félix Tshisekedi, le chef de l'État, Sylvestre Ilunga. Vous le connaissez très bien. Un autre point, c'est le retour et quelques sorties médiatiques de Moïse Katumbi. Alors, Maître Jean-Claude Katende va analyser, bien sûr, avec objectivité. Vous le savez très bien, vous le connaissez, puisque lorsqu'il intervient, il intervient avec rationalité. Alors, affaire Fauvre Diamant de Lambert Mende. Oui, vous le savez, ça fait couler de l'encre et de la salive, bien sûr. Lambert Mende qui a été accusé, oui, d'avoir détenir un diamant, d'avoir gardé chez lui à la maison les creuseurs artisanaux. Basile Longo aujourd'hui qui a été aussi accusé par Lambert Mende d'avoir orchestré Makamo tellement ébélé Nassimanae. On verra la suite et on verra comment Maître Jean-Claude Katende va analyser. En plus de cela, vous le savez très bien que Etienne Tshisekedi, ça fait de cela presque 2 ans. Atika Biso, Azali, vraiment dans l'au-delà, oui, dans le monde invisible, là où il séjourne depuis longtemps, vous le savez. Alors, il y a une polémique. Etienne Tshisekedi mérite-t-il d'être élevé au rang, il y a héros national ou pas? Nous allons essayer d'en parler dans cette émission. Et en plus de cela, il y a aussi une autre polémique. Père de la démocratie, Etienne Tshisekedi ou Joseph Kabila? On va vraiment en parler. À part ça, Tokolobela, les Kambo au Italie toujours, la Mouka, avec nomination et à porte-parole, Oyo, Moïse Katumbi, Autikonomé, Mokolalelo, nous allons en parler. Et Tokochite na élection, il y a un gouverneur. Campagne électorale déjà est bandit pour la Maïndombe et côté à Est, mais Sankourou traîne toujours les pas. Tolokatoeba, qu'est-ce qui se passe au juste? Oui, sans plus tarder, je vous disais tantôt que je reçois pour vous Maître Jean-Claude Katende, qui est président de la ZADO. Maître Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans notre émission Tango Koki. Merci, avec plaisir. Merci beaucoup, Maître. D'entre deux yeux, vous êtes président de la ZADO. Ça vous fait comment de diriger une telle structure? Bon, je pense personnellement que c'est vraiment un privilège de diriger une des premières organisations de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Mais je suis aussi conscient du fait que diriger la ZADO, c'est beaucoup d'enjeux, c'est beaucoup de risques. Mais je crois que nous sommes aguerris pour faire face à toutes les situations, faciles comme difficiles. Merci beaucoup, Maître. Avec vous, nous allons d'abord commencer avec le tout premier thème de cette émission. Spécial Tango Koki, bien sûr, avec vous, puisque l'autre fois, ça a raté. Quand même, aujourd'hui, on a la chance d'être là, ensemble. Et vous avez quand même accepté de nous honorer encore une fois de plus. Nous vous disons d'ailleurs merci beaucoup pour cela. Alors, le tout premier thème, c'est le bilan des droits de l'homme en RDC sous Félix Tshisekedi comme chef de l'État. Félix Tshisekedi est aujourd'hui chef de l'État. Il a presque 4 mois et quelques jours à la tête du pays. Pourquoi l'UDPS, Félix Tshisekedi, encore, insiste toujours sur l'état des droits? Je pense qu'il est important de savoir que
l'état de droit, c'est un besoin ressenti non seulement par les membres de l'UDPS, mais par l'ensemble de notre peuple, c'est-à-dire les populations congolaises qui se battent chaque jour pour que la démocratie s'installe dans notre pays de manière effective. Et quand vous prenez le tronçon d'année entre 2015 et 2018, l'année où nous avons eu les élections, vous allez effectivement vous rendre compte que le peuple congolais s'est beaucoup engagé pour jouir de ses droits, notamment le droit d'élire ses dirigeants. Donc, l'état de droit, c'est en fait l'état dont nous avons tous besoin, qui nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir vivre comme des êtres humains. Et je pense que souvent on parle d'un état de droit, mais je crois aussi que la plupart des Congolais ne savent pas quels sont les éléments qui peuvent permettre d'appréhender un état de droit. Et je voudrais, avec votre autorisation, en donner quelques-uns et de manière très rapide. Pour voir qu'un état de droit s'installe dans un pays, la première chose, il faut regarder au fonctionnement de la justice. Oui. On ne peut pas parler d'un état de droit sans justice indépendante. Ça veut dire que c'est une justice qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas aux ordres des autres pouvoirs, notamment législatifs et exécutifs, mais une justice juste, une justice qui n'est pas instrumentalisée, équitable, une justice qui soit à mesure, n'est-ce pas, de servir le peuple en créant des conditions de paix sociale dans un pays. Deuxièmement, on ne peut pas concevoir un état de droit sans respect des droits de l'homme. C'est pour ça que vous voyez que depuis que le président Félix est là, il a fait beaucoup d'efforts pour faire en sorte que les droits des Congolais soient respectés. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas, la police, l'armée ne peut pas violer les droits des citoyens. Ça veut dire tout simplement que les droits doivent être respectés et dans le cas où un Congolais serait victime de violations de ses droits par un agent de la police ou de l'armée, il faut que la justice puisse se saisir de ce fait-là. C'est ce que nous avons vu notamment à Lubumbashi, quand les étudiants avaient manifesté, je crois, au mois de mars, il y a eu des policiers qui ont tiré à balles réelles et il y a eu des morts. Ces policiers ont été arrêtés et jugés. Ça, c'est très important. Troisième élément, c'est qu'il faut qu'on voie que dans le pays, il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Il ne faut pas que les pouvoirs soient concentrés entre les mains d'un seul individu. Nous avons trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Il faut que tous ces pouvoirs fonctionnent de manière effective, de manière indépendante, mais il y a toujours des passerelles de collaboration, ce qui permet à ce qu'un État fonctionne. Donc, ici, nous pouvons dire que l'UDPS s'est toujours battu pour que les droits des Congolais soient respectés, pour que la démocratie s'installe, que notre peuple ait la possibilité de se choisir ses propres dirigeants sans interférence ni de l'armée, ni de la police, ni des puissances extérieures. Très bien, merci. C'est très bien dit, Maître Jean-Claude Katende. Alors, pouvez-nous dire quelle est la place des droits de l'homme dans un état de droit? C'est comme je disais, si vous voulez voir la place des droits de l'homme dans un état de droit, il est d'abord important de regarder dans la Constitution. Quelle est la place que la Constitution donne aux droits de l'homme? Et quand vous regardez dans notre Constitution, vous allez effectivement voir que les droits de l'homme tiennent une grande place dans la Constitution de la République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas seulement le fait de les avoir prévus dans la Constitution qui est important, parce que le fait de les prévoir, c'est déjà une bonne chose, mais il faut que dans la pratique, n'est-ce pas, qu'on puisse voir que les droits des Congolais sont respectés. C'est notamment le droit de la liberté d'expression. Il faut que les citoyens soient à mesure de s'exprimer sans craindre des représailles ou des intimidations vis-à-vis d'eux. Il faut que
le pouvoir accepte d'être critiqué par les Liberté citoyens. d'opinion. Liberté d'expression, liberté Oui. d'opinion, liberté de manifestation, liberté d'association. Ça, ce sont des libertés fondamentales pour les fonctionnements. Et d'ailleurs, d'une lors d'une démocratie. visite dans un pays qui est presque voisin au nôtre, Félix Tshisekedi avait dit qu'il n'est pas Dieu le Père pour ne pas être critiqué. Je pense que déjà quand... C'était un bon signal. Oui, quand le président de la République accepte de la critique, Oui. et que les citoyens ne sont pas poursuivis. Parce que ce que nous donnons même ici, Oui. ce ne sont pas des décisions que nous donnons. Bien nous sûr. donnons des opinions. Voilà. Ces opinions peuvent être critiquées. Ces opinions ne sont pas des lois. Et il est malvenu qu'on puisse tuer quelqu'un, n'est-ce pas comme on l'a vu avec Floribert Chebeya, qu'on puisse tuer quelqu'un parce qu'il a donné son opinion et que cette opinion est contraire à ce que pense le gouvernement Très bien. ou à ce que pense l'armée ou les autorités judiciaires. Je pense que ça, ce n'est pas de la démocratie. Mais je voudrais ici insister sur le fait que quand on parle de droits de l'homme, Oui. il ne faut pas seulement voir les droits civils et politiques, parce que ici chez nous, ce sont les droits qui sont beaucoup mis en œuvre. Mais au-delà du droit Je voudrais civil, d'ailleurs, c'est une question que j'ai compté déjà vous poser, puisque l'éducation aussi, c'est dans la Constitution, l'électricité, le courant, l'eau, c'est parmi les droits de l'homme, mais qui ne sont pas bien respectés dans notre pays. exactement, c'est pour ça que je voulais dire que au-delà des droits civils et politiques, nous avons aussi les droits économiques, sociaux et culturels. Et voilà. Notamment les droits qui sont prévus dans notre Constitution de donner l'eau potable aux citoyens. Vous savez que même ici à Kinshasa, il y a encore des Congolais qui boivent l'eau des rivières qui entourent la ville Qui de paient Kinshasa. les courants non utilisés. Non seulement que nous payons les courants non utilisés, mais cela démontre les dysfonctionnements de la SNEL. La SNEL doit être à mesure d'identifier que telle parcelle, telle rue, à partir de ses propres installations, ces rues-là, ces maisons-là n'ont pas de courant et qu'à la fin du mois, on ne peut pas leur envoyer des factures. Mais ce que nous constatons, c'est que nous recevons des factures de la SNEL, même quand on n'a pas consommé l'électricité. Ça, c'est vraiment, je dirais, un enrichissement sans cause de la part de la SNEL. Mais vous savez aussi que les citoyens payent l'électricité publique. Ouais. L'électricité qu'on nous fournit sur, je me demande même si sur mon avenue, il y a l'éclairage public, il n'y en a pas. Mais je paye quand même un pourcentage sur la facture de la SNEL, un pourcentage d'argent affecté, n'est-ce pas, à la fourniture de l'électricité publique. Et nous estimons que l'une des choses qui doit changer dans ce pays, c'est le fonctionnement de la SNEL. Le président de la République et son gouvernement qui sera mis en place bientôt doivent travailler pour que la SNEL, non seulement qu'elle soit à mesure de fournir de l'électricité, mais aussi de rendre des services de qualité. Parce qu'il arrive des fois que la SNEL vous fournit l'électricité, mais vous ne voyez même pas que la maison est éclairée. C'est comme l'ampoule s'allume comme une petite bougie. Ça doit Ce n'est pas possible. Ça doit faire la honte de On la n'a même SNEL. pas préparé avec. Non, même pas C'est très lire. compliqué. Vous ne pouvez même pas lire. Voilà, évoluons dans notre débat, Maître Jean-Claude. Quelles sont les promesses de Félix Tshisekedi sur les droits de l'homme? Je pense que le président de la République a pris un certain nombre d'engagements. De faire en sorte qu'il n'y ait pas de violation des droits de l'homme sous son mandat. Et vous avez suivi son serment, le serment qui est inscrit dans notre Constitution, que le président de la République avait prêté le 24 janvier de l'année en cours. Oui. Il y a une place prépondérante qui est réservée aux droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il va respecter les droits de l'homme et les faire respecter. Et je pense que ça, c'est un grand engagement de la part du président de la République. Oui. Et nous avons vu que dans les actes qu'il a posés après, il y a des signes, effectivement, que le président de la République Libération. entend faire respecter le droit de l'homme. Oui. Il y a, vous étiez en train de le dire, Oui. il y a la libération de certains prisonniers politiques emblématiques, qui est une bonne chose. Vous avez les cachots clandestins qui ont été aussi interdits. C'est aussi une bonne chose.
vous avez un certain nombre de policiers qui se sont mal conduits vis-à-vis des citoyens congolais qui ont été traduits en justice. Je pense que ça, ce sont... Mais jusqu'à présent, l'assassin de Rossi Mukendi reste toujours en paix. Hein? Et il circule librement, il semble. Vous avez effectivement raison. Et notre combat, nous, les organisations de droits de l'homme, ce n'est pas seulement que les vrais auteurs de l'assassinat de Rossi Mukendi soient poursuivis, mais nous avons toute une série d'affaires dans lesquelles nous souhaitons vraiment avoir la vérité et voir les véritables auteurs et commanditaires de tous ces crimes contre les militants de droits de l'homme et les militants des mouvements citoyens être poursuivis. Très bien, libération des cas emblématiques, mais oui, certainement, Djongo, Firmé Ngambi ont été libérés, mais Eddie Capen croupisse toujours dans sa misère, la plus noire et aiguë même dans la prison. Oui, je pense que Eddie Capen et son groupe sont devenus aujourd'hui les symboles même de l'injustice en République démocratique du Congo. Et je voudrais insister là-dessus. Symbole de l'injustice. Symbole de l'injustice en République démocratique du Congo. Et je rappelle ici à vos téléspectateurs que Eddie Capen et son groupe ont déjà fait 18 ans de prison. Sans jugement. 18 ans de prison, c'est toute une vie. Il y a eu effectivement un jugement, mais il faut s'accrocher ici aux paroles qui ont été prononcées par le président de l'ex-cour d'ordre militaire après avoir, n'est-ce pas, prononcé l'arrêt. Il a dit notamment que dans les dossiers d'assassinat du président Laurent Désiré Kabila, les enquêtes doivent pouvoir continuer. Et vous ne pouvez pas faire fixer une affaire dont vous êtes sûr que les enquêtes n'ont pas été bouclées et aboutir à la condamnation de personnes mises en cause. C'est déjà une injustice de la part de la justice congolaise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait que M. Eddie Capen et son groupe sont bénéficiaires de la loi d'amnistie de 2005. Et je voudrais ici ajouter que la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple avait pris une recommandation demandant à la République démocratique du Congo de libérer M. Eddie Capen et ses compagnons parce que ce groupe n'avait pas bénéficié d'un procès juste et équitable. Et ça bloque à quel niveau? Ça bloque à quel niveau? C'est la campagne que nous menons maintenant pour que M. Eddie Capen et son groupe soient libérés parce qu'ils ont été victimes de plusieurs injustices. Il n'y a pas une vérité qui est cachée quelque part là. Et là, nous nous référons au président de la République qui, en ses attributions, a la possibilité de faire une mesure de grâce, de prendre une mesure de grâce pour libérer M. Eddie Capen et ses compagnons. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez... vous êtes intervenu tout à l'heure pour dire si... Il y a une vérité cachée. Il n'y a pas une vérité cachée. Il y a l'arbre qui cache la forêt, on comprend rien. Ce qui est vrai, c'est que les vrais auteurs de l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila et les commanditaires ne sont pas encore mis en cause aujourd'hui. Et je crois que le jour viendra... Et vous en connaissez? Vous savez qu'il y a des soupçons qui pèsent sur plusieurs personnes. Mais au moins, nous aurions souhaité que ces personnes qui sont citées, de part et d'autre, soient au moins présentées devant la justice et que la justice les acquitte. Très bien. Vous savez que c'est un procès important. Nous aurions souhaité que les gens qui ont commandité la mort de l'ancien président Laurent Désiré Kabila et qui ont été des exécutants de cet assassinat soient effectivement poursuivis. Très bien. Dans l'espace Kasaï, il y a eu des massacres. Je dirais que je suis aussi victime de ça. Pourquoi? Puisque j'ai aussi perdu des membres. Alors, il y a des gens qui ont perdu leur maison. Il y a des gens qui ont perdu leur bétail. Il y a des gens qui ont perdu des membres importants de leur famille. Et il y a des gens qui ont perdu leur petit commerce. Et il y a des gens qui ont perdu
leurs membres des corps, partie des corps importantes et consorts. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir croyant que ces victimes-là pouvaient gagner gain de cause en quelque sorte en rendant justice. Mais il n'a plus que la politique du pardon. Aucun dossier ouvert à l'encontre de ces gens-là. Des gens qui étaient peut-être à l'époque ministre de l'Intérieur, ministre de ces ministres, c'est là. Au nom de la réconciliation nationale, les victimes souffrent. Et ça passe. C'est comme ça, l'état des droits aussi. Non, je ne pense pas que cela soit l'état de droit ou non. Mais je pense qu'il y a des choses importantes qu'il faut rappeler. C'est que je suis d'accord avec vous sur le fait que les tueries du Kasaï, comme les tueries de Béni, ne doivent pas rester impunies. Il faut absolument que les victimes, qui sont nombreuses, puissent trouver des réparations, puissent au moins, pour besoin de mémoire, être reconnues en tant que telles par la justice. C'est vrai que le président Félix est venu avec la politique du pardon. Et nous lui disons, s'il lui accorde les pardons pour les faits dont il a été victime ou les faits dont son parti politique était victime, nous sommes tout à fait d'accord. Et le pardon ne se décrète pas. Et le président de la République ne peut pas, en fait, pardonner au nom de tout le monde. Il faut qu'on donne la possibilité aux vraies victimes de pouvoir se prononcer sur le pardon à accorder ou à ne pas accorder. Et c'est pour ça que nous sommes d'avis. Et nous l'avons déjà dit au président de la République, nous sommes d'avis qu'il est important qu'un cadre soit organisé. Où, d'une part, nous avons les victimes, d'autre part, nous avons les bourreaux, et que les deux groupes se parlent. S'il y a lieu de pardonner, il faut que le pardon soit accordé. S'il y a des faits qui nécessitent que les auteurs répondent devant la justice congolaise, il faut le faire. Le pardon est important, mais la justice aussi, elle est importante. Donc, il faut donner la parole aux victimes. Parce que, ne fût-ce que pour besoin de mémoire, il est important qu'on sache que tel fait a été commis par telle personne. Que si tel a perdu son père, sa mère, les membres de sa famille, sa maison, c'est du fait de tel monsieur, de telle dame. Ça, c'est très important à titre de mémoire. Nous pensons aussi que les victimes ont besoin d'être reconnues comme victimes et il faut leur donner la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir des réparations. Nous entendons dire que le président de la République laisse à chaque victime le droit d'aller en justice et lui n'interviendra pas pour arrêter la victime de fonctionner. Mais vu le nombre de victimes dans l'espace Kasaï, nous pensons que pour ces genres de procès qui sont importants pour guérir la mémoire d'un pays, pour réconcilier un pays, l'implication de l'autorité politique et en l'espèce du président de la République pour impulser la justice à agir est très, très importante. J'ai parlé donc de l'implication du président de la République. Très bien. Et je voudrais souligner un fait très important, c'est que même quand on parle d'aller en justice, on doit se rendre compte que la justice en République démocratique du Congo coûte très cher. Ça veut dire en d'autres termes que les victimes, voire leurs conditions de précarité, ne vont jamais avoir la possibilité d'aller en justice parce qu'elles n'ont pas de moyens de se trouver un avocat, les moyens de payer tous les frais qui sont nécessaires pour un procès. Ça veut dire en d'autres termes qu'on ne pourra pas donc arriver à ce que les victimes puissent aller en justice. Et nous pensons que ça va être une injustice grave qui va être consacrée. Est-ce que la d'exculpation, bien sûr, politique, entre aussi dans le cadre, ou bien est liée aussi à la question des droits de l'homme? Non. Effectivement, la décrispation politique
est lié, se situe dans les cadres des droits de l'homme. Pourquoi? Nous avions M. Firmin Yangambi, M. Frank Djongo, M. Djomin Dongala, qui n'ont pas bénéficié, en fait, de toutes les garanties prévues par la Constitution pour, n'est-ce pas, avoir droit à un procès juste et équitable. Le fait qu'on ait arrêté M. Djomin Dongala, qui était bénéficiaire des immunités parlementaires en violation des lois de la République, c'est déjà la violation de ses droits. Et dans ce contexte-là, si les procédures qui sont prévues par la Constitution ne sont pas respectées, on ne peut pas aboutir à un procès équitable. On ne peut pas aboutir à un procès équitable. Et si on n'aboutit pas à un procès juste et équitable, ça veut dire que les droits des personnes qui sont mises en cause sont violés. Très bien. Et le fait pour le président de la République d'accorder d'une part la grâce à ces personnes et d'autre part de permettre à ce que les mesures soient prises pour la libération conditionnelle d'autres rentre effectivement dans le cadre de la protection des droits de l'homme. Avant de passer à autre chose, Maître Jean-Claude Katende, que voulez-vous que Félix fasse, bien sûr encore en matière des droits de l'homme en République démocratique du Congo? Je pense que le président de la République est dans la bonne direction. Nous voulons que les efforts qu'il fournit aujourd'hui soient renforcés. Soient renforcés pas seulement dans les domaines des droits civils et politiques, mais nous voulons que ces efforts aillent même dans les domaines des droits sociaux, culturels, socio-économiques et culturels. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut qu'on arrive à créer de l'emploi en République démocratique du Congo. Parce que le travail, c'est un droit. Il faut qu'on arrive à faciliter la création de l'emploi en donnant certaines facilités aux entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, pour que ces entreprises, avec ces allègements, soit des taxes, soit d'autres avantages, puissent effectivement offrir du travail aux Congolais. Que le Congolais ait droit d'abord au travail, ait droit à un salaire qui lui permet de s'occuper de sa famille, de sa femme et de ses enfants, de son mari et de ses enfants, comme étant des êtres très chers. Je pense que ça, c'est important et nous voulons que le président de la République et le gouvernement qui va être mis en place aillent tous dans cette direction-là parce que vous voyez dans quelles conditions les gens travaillent au Congo. Il y a plusieurs personnes qui travaillent mais sans être payées de manière juste, de manière équitable. Et donc, je pense que ça fait partie du travail que le président de la République et le futur gouvernement vont devoir faire pour consolider les bases que le président de la République a déjà posées. Merci beaucoup. Le président de la République doit poser des bases qui doivent permettre bien sûr à tout le monde de travailler et d'avoir un travail décent, un bon salaire qui peut leur suffire bien sûr à leurs besoins. Voilà, il s'appelle le maître Jean-Claude Katende, il est le président national bien sûr de l'AZADO, Association africaine des droits de l'homme en République démocratique du Congo, bien sûr. Voilà, nous venons de terminer le tout premier thème. Cette fois-ci, c'est la deuxième thématique. Analyse sur l'actualité en République démocratique du Congo. Et le tout premier point, bien sûr, c'est le bilan ancien Premier ministre Bruno Tshibala et point de vue sur le nouveau. Maître Jean-Claude, vous avez connu Bruno Tshibala. Il est arrivé au pouvoir, bien sûr, il est arrivé bien sûr au pouvoir, oui, j'ai bien dit, par un canal d'un dialogue, rassemblement, Kassavubu, contesté et consort. Mais il a fait quand même 2 ans. Et dans 2 ans, il a fait quelque chose. Qu'est-ce que vous retenez de Bruno Tshibala? Merci pour la question. La première chose que je retiens de M. Bruno Tshibala, c'est un homme qui a permis au président Kabila de rester au pouvoir pendant encore plus d'1 année en violation de la Constitution. Comment il a permis à Joseph Kabila? Non, il est arrivé là grâce à un accord qui a été signé au niveau de la CENCO. Oui, effectivement, mais nous savons tous que cet accord ne parlait pas d'un autre rassemblement que celui qui était, n'est-ce pas, dirigé par M. Etienne Tshisekedi avant sa mort. Nous savons tous les combines qui ont eu lieu
pour que l'accord de la CENCO ne soit pas, ne soit pas mis en œuvre de manière effective. On l'a mis en œuvre de manière sélective pour renforcer la position de l'ancien président Joseph Kabila. Donc, ce que je retiens, moi, c'est que M. Bruno Tshibala a participé à la consolidation de la violation de la Constitution du Congo. Et c'est tout. C'est tout. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il a organisé ensemble avec la CENI une élection qui était chaotique. Une élection où, en fait, toutes les procédures pouvant garantir une élection transparente, juste et équitable n'étaient pas respectées. J'entends toujours les proches de M. Bruno Tshibala dire que nous lui devons les élections, nous lui devons la passation pacifique du pouvoir, mais je pense qu'il faut que les gens aient un peu de la retenue. Parce que les élections que nous avons connues, c'est vrai que nous en avons accepté les résultats parce que nous avons tous le besoin de passer à une autre étape, mais n'étaient pas des élections dignes de la République démocratique du Congo. Très bien, et passons directement, ça c'était le point A. Et le point B, nous avons un Premier ministre aujourd'hui, il s'appelle Sylvestre Ilunga. Vous êtes de la société civile, connaissez-vous bien ce messier? Je connais le professeur Ilunga Ilunkamba. Je ne sais pas si la question que vous me posez va dans le sens que j'apporte mon appréciation. Vos impressions d'abord. De la personne. Ce que je dois dire, c'est que d'abord, il faut poser les principes. Les principes, pour moi, c'est que les populations congolaises doivent être les plus exigeantes possibles avec les hommes politiques. Parce que quand les populations ne sont pas exigeantes avec les hommes politiques, la conséquence est que on va vous servir en dessous de la moyenne. Donc, nous devons être capables d'exiger que quand on nomme un Premier ministre, il doit être un homme distingué non seulement par sa formation, mais aussi sur son parcours. Maintenant, à ce qui concerne M. Ilunga, ce que je sais de lui, c'est que c'est un brillant professeur. Mais cela ne fait pas de lui le candidat que moi j'aurais souhaité qu'il soit Premier ministre parce que nous savons tous que le parcours de M. Sylvestre Ilunga n'est pas un parcours élogieux. Ne pourra pas aider ce qui dit à matérialiser sa politique, le peuple d'abord. Non, je disais que ce n'est pas un parcours élogieux. Et j'avais déjà donné cette position et beaucoup de gens m'ont critiqué, mais moi j'aurais voulu que les gens donnent des éléments objectifs. Vous savez que M. Ilunga est passé chez Copirep. La transformation des entreprises de l'État en entreprises commerciales, M. Ilunga y a participé. Et quand nous regardons aujourd'hui les fonctionnements de certaines entreprises de l'État, il faut vous dire que c'était vraiment un fiasco. C'était vraiment mais ce n'était pas lui qui devrait continuer avec la gestion de ces entreprises. C'est une question d'avoir de managers qui pouvaient bien transformer les choses. Non, mais il faut, quand vous êtes nommé à une responsabilité, il faut voir que quand vous vous engagez, les dispositions que vous allez prendre vont conduire à ce que les choses changent. Fort malheureusement, la gestion de toutes ces entreprises de l'État est calamiteuse, quoi qu'on dise. Et quand vous prenez le parcours de M. Ilunga à la SNCC, vous allez voir aussi que depuis qu'il avait pris la direction de la SNCC en 2014, beaucoup de choses n'ont pas changé. Qu'est-ce qu'il pouvait faire, maître, s'il vous plaît? La SNCC aujourd'hui qui n'a ni train, nous n'avons pas de train dans ces pays. Ça, c'est connu. Qu'est-ce qu'Ilunga a inventé la roue? Non, je ne pense pas que M. Ilunga allait inventer la roue. Et la SNCC, c'est une société qui est subventionnée par l'État congolais. Monsieur Stéphane, bien sûr. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Oui. Ça veut dire que si on me propose d'être nommé à la tête d'une entreprise, je dois évaluer quelles sont mes chances de réussite. Si j'estime que l'entreprise est dans une situation où je ne peux pas contribuer à son redressement, je n'accepte. Mais là, vous n'êtes pas un bon manager, puisque un manager doit avoir des idées et proposer et chercher à trouver des solutions. Non, les problèmes, c'est qu'il faut évaluer le pour et le contre. Nous sommes dans un pays où les gens, même quand ils n'ont pas
les capacités requises pour gérer un domaine donné, ils acceptent toute nomination. Moi, je ne suis pas de cet avis. Quand vous n'avez pas la capacité de redresser une situation, dites à la personne qui veut vous nommer que non, je ne peux pas répondre à ce que vous me demandez pour telle raison et pour telle autre, et qu'on trouve quelqu'un d'autre. Il faut éviter ces adages que nous entendons dans notre société de dire non, comme un homme d'abord, je vais aller apprendre là-bas. Ça, ce n'est pas des adages qu'il faut accepter, ce sont des adages qu'il faut condamner. Et je dois vous dire enfin, pour ce qui concerne M. Ilunga, qu'il était candidat député dans sa propre circonscription, c'est-à-dire dans son village. Parce que ici, les Congolais, rares sont les Congolais qui acceptent d'être candidats dans la ville où ils vivent. Vous voyez quelqu'un qui a vécu 20 ans, 30 ans ici à Kinshasa, quand il veut poser sa candidature, il doit descendre dans son village. C'est pas normal. Il n'a pas été élu? Je vous dis que M. Ilunga n'a pas été élu. C'est-à-dire même les membres de sa propre communauté ne lui font pas confiance, monsieur. Vous vous rendez compte? Et le problème avec vous, les gens de la société civile, vous voyez tout en noir, c'est ça le problème. C'est pas et entre autres, vous êtes cité parmi des gens qui donnent peu de chance aux gens. Non, je ne suis pas cité parmi les gens qui donnent trop peu de chance aux gens, mais moi j'estime que pour redresser la République démocratique du Congo, c'est un pays énorme et aux défis énormes. Nous avons besoin des gens qui sont bien préparés. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'en principe, il ne faut pas que nous soyons un peuple qui accepte n'importe quoi ou n'importe qui. Nous devons être exigeants. Nous sommes un grand peuple et nous avons un pays qui a des défis énormes. Je ne vous laisserai pas sans vous dire que M. Ilunga a 75 ans. Donc, c'est l'âge de la retraite. Ah, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, en quelque sorte. Non, je voudrais tout simplement vous dire que c'est un âge où un homme a besoin d'un peu plus de repos. Et vous prenez un pays au défi énorme comme la République démocratique du Congo, vous donnez à un homme de cet âge-là. Ça veut dire en d'autres termes que vous voulez les tuer. Ou alors, si vous ne voulez pas les tuer, vous voulez tout simplement que d'autres personnes qui n'ont pas eu la possibilité d'être désignées comme Premier ministre, puissent travailler à sa place. Et donc, vous avez un Premier ministre qui est tout simplement un paravent et que derrière, ce sont d'autres personnes qui n'ont pas pu réunir les critères qui sont qui seront en train de travailler pour lui. Il ne faut pas ce genre de choses. Et je voudrais vous dire ici en passant qu'il faut féliciter le président de la République pour avoir pesé de son poids pour que certains poids lourds du FCC que nous connaissons et qui sont impliqués dans la mégestion, qui sont impliqués dans la violation des droits de l'homme, ne soient pas désignés comme Premier ministre. Mais il semblerait aussi que la mise en place, bien sûr, du gouvernement que M. Ilunga va diriger traîne du fait que le FCC, je dis entre parenthèses, selon nos sources, le FCC aurait conditionné avoir certains ministères de souveraineté. Je ne sais pas, c'est sur base de poids politique ou c'est sur base de quoi? Non, mais moi je pense personnellement que dans toutes les traditions, les ministères régaliens doivent être sous le contrôle du président de la République. Pas de l'autorité morale? Non, mais l'autorité morale, ce n'est pas un statut reconnu par la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est pour ça que je dis que nous, les Congolais, nous devons avoir la capacité d'être exigeants. Ouais. L'autorité morale n'est connue dans aucune Constitution. Et moi, je pense personnellement que quand je vois les professeurs d'université, quand je vois certaines personnes qui ont été des grands responsables dans ce pays ici, c'est réduire aux instructions, aux recommandations des autorités morales, qu'ils soient du FCC ou d'autres partis politiques, c'est un terme qui avilit. C'est devenu une coutume, hein? C'est devenu une coutume ou une jurisprudence en quelque sorte. Nous devons nous débarrasser des antivaleurs. Ces histoires d'autorité morale sont venues dans les contextes de crise. Il faut qu'on revienne à des appellations d'un pays normal. Parce que, ici, ça sous-entend que tous ceux qui sont sous l'autorité de l'autorité morale ne respectent que les décisions que l'autorité morale prend et le débat n'est pas
ouvert parce que c'est l'autorité morale qui décide en dernier lieu, en dernier ressort. On est dans une démocratie ou pas? Et voir tous ces professeurs qui parlent devant les étudiants et quand ils sont devant l'autorité morale, ils ne sont plus capables de dire ce qu'ils pensent. C'est avilir les gens. C'est avilissant. Ça réduit les gens à des simples objets qui doivent être jetés dans tel ou tel autre sens. Ce n'est pas de cette façon que moi je conçois la République. Merci, maître. Jean-Claude Katende. Messieurs, dames, je vous rappelle que vous suivez Tanguy Koki. Nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes là pour vous informer et analyser l'actualité en RDC. Et je reçois pour vous aujourd'hui maître Jean-Claude Katende. Il est le président, coordonnateur national, bien sûr, de l'AZADO, Association africaine des droits de l'homme. Oui, nous sommes là en train d'analyser l'actualité dans notre pays. Un autre point, affaire faux vrai diamant de Lambert Mende. Votre point de vue? D'abord, je dois vous dire que j'ai été très peiné de voir que tout ce que les autorités et les organisations de défense des droits de l'homme font dans ce pays n'est pas suivi. Nous savons tous que M. Lambert Mende est un député et qu'il y a une procédure pour arrêter un député national. Les responsables de la police sont passés outre toutes ces procédures pour envoyer une expédition punitive chez Lambert Mende, à voir comment il a été brutalisé, à voir comment il a été jeté dans la Jeep, dans le véhicule 4x4 de la police, comme un vulgaire citoyen. Je pense que ça doit nous faire tous mal. Oui. Et nous devons nous dire que la République ne doit pas vraiment continuer comme ça. Très bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas M. Lambert Mende, qui ont été contents du fait que cela lui est aussi arrivé parce que M. Lambert Mende, c'est cet homme qui chantait toujours le professionnalisme de la police congolaise. Il en a vécu, bien sûr. Donc, ne me le faites pas dire. Donc, je pense que M. Lambert Mende, c'est vrai, les gens ont été contents de voir qu'il a expérimenté le professionnalisme de la police qu'il avait toujours loué. Mais nous condamnons le fait qu'on ait violé les immunités de M. Lambert Mende et en même temps aussi, nous condamnons les traitements qu'il a subis parce que ces traitements n'est pas conforme à la Constitution de la République démocratique du Congo. Et nous disons, et cela a toujours été notre point de vue, que c'est pour ça qu'il est important de travailler pour la démocratie. Parce que quand vous êtes dans un pays où la démocratie règne, que vous soyez au pouvoir, que vous ne soyez pas au pouvoir, la police, l'armée doivent vous respecter. Et même quand vous êtes trouvé en flagrance délit de quoi que ce soit, la justice, la police et l'armée doivent agir de manière responsable en respectant les lois de la République. Vous voyez, n'est-ce pas? Très bien. Monsieur Lambert Mende, en son temps, avait toujours loué la police. Et nous lui disions, non, messieurs, notre police n'agit pas de manière professionnelle. Vous voyez? Et lui, il avait toujours loué et apprécié la manière dont la justice, la police s'était comportée vis-à-vis de Franck Diongo, vis-à-vis de Djomin Dongala, vis-à-vis des jeunes des mouvements citoyens. Et aujourd'hui, je crois qu'il doit pouvoir réfléchir et se mettre dans une position où il ne doit plus couvrir les abus ou les bévues de la police congolaise. Maintenant, en ce qui concerne le diamant, il est important de dire que la détention des pierres précieuses en République démocratique du Congo ne se fait pas de manière libre. Il y a des règles. La première règle est que tu dois être un creuseur artisanal reconnu. Ça veut dire tu dois avoir une carte conformément au code minier qui vous est livré par le gouverneur de province. Deuxièmement, vous ne pouvez pas aller vendre un diamant si vous n'êtes pas un négociant reconnu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas posséder un diamant ou être un intermédiaire en matière de transactions portant sur les pierres précieuses sans être un négociant. Maintenant, la question qu'il faut se poser est que M. Lambert Mende détenait le diamant en quelle qualité? Notable de Sankour. Je pense que M. Lambert Mende, c'est quelqu'un d'instruit. Et il sait que
être notable de Sankourou ne lui donne aucun pouvoir ni aucune attribution pour pouvoir détenir un diamant. Donc, je disais, nous condamnons ce qui lui est arrivé, Oui. ce n'est pas bien, mais si M. Lambert Mende a des comptes à rendre à la justice pour avoir agi comme un négociant clandestin sans en avoir le pouvoir, il doit pouvoir répondre de ses actes à la justice. Mais maintenant, il y a un centre Mais c'est aussi ça, Oui. un état de droit. Je dois vous dire déjà en passant que nous ne sommes pas d'accord Oui. avec l'expertise de ces centres-là. Nous souhaitons qu'il y ait un autre centre indépendant parce que M. Mende, nous avons appris que ce n'est pas sa première fois de détenir le diamant. Donc, c'est un diamantaire en quelque sorte. Il paraît qu'il connaît bien les diamants. Oui. Mais quand vous voyez les photos et la manière dont M. Lambert Mende était content de montrer les diamants, les diamants, mais comment? ça ne pouvait pas être un faux diamant. Un faux diamant en quelque sorte. Ça ne pouvait pas. Oui. Donc c'est pour ça que nous disons qu'il faut une enquête, une expertise indépendante Très bien. pour arriver à la conclusion que le diamant en face duquel nous avons vu M. Mende se réjouir, c'était un faux et pas un vrai. Je crois que quelque part, nos services étatiques doivent pouvoir se départir de la qualité des individus pour faire leur travail de manière indépendante. Le prix de la démocratie est au bout de tout ça. Le prix de la démocratie est au bout de tout ça. Vraiment, une très belle conclusion, Maître Jean-Claude. Alors, un autre point de l'actualité, c'est le funérail de Etienne Tshisekedi. L'Église catholique sera là pour dire la messe. En même temps, il y a certains fidèles qui sont déjà mobilisés. Et de deux, Félix Tshisekedi sera élevé au rang Étienne. Qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. Ah, en tout cas, Félix Tshisekedi, notre président, merci. Etienne Tshisekedi, bon, tel le fils, tel le père, c'est compliqué là. Etienne Tshisekedi sera élevé au rang des héros national selon le comité d'organisation. Qu'est-ce que vous dites? Vos impressions en quelques minutes, et puis on passe aussi à un autre point qui fait polémique. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Est-ce qu'il y a un problème à ce que M. Etienne Tshisekedi soit élevé au rang d'un héros pour notre Ce n'est pays? pas parce que Félix Tshisekedi, aujourd'hui, son fils est président de la République? Je pense qu'il y a des principes que je dois poser pour répondre à cette question. Lesquels? Voilà, vas-y. Le premier principe, c'est que il est malvenu de considérer qu'un héros national, c'est uniquement quelqu'un qui a été tué pour la défense du peuple congolais. Un héros, c'est un homme, c'est une femme qui a fait des actes, des actions exceptionnelles pour le bien de son peuple ou de son pays. Voilà. C'est ce que dit l'a fait? Je pense personnellement que j'ai honte quand je vois certaines personnes remettre en cause le travail que Etienne Tshisekedi et certains de ses amis ont fait. L'un des fondateurs du MPR? Oui, pour qu'aujourd'hui, nous puissions nous bénéficier de la liberté d'expression, comme nous le faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux parler du président Félix, je peux parler de l'ancien président Kabila, sans être inquiété. Ouais. Mais il y a eu des hommes qui étaient à la base de tout ça, de tout ce travail. Je voudrais aussi poser un principe, c'est que un héros, ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais commis d'erreur dans sa vie. Vous me suivez? Très bien. Mandela est un héros pour sa nation. Mais Mandela n'a pas été tué, n'a pas été assassiné. Oui. Mais je dois vous dire aussi que quand vous lisez les livres de Mandela, vous allez voir que lui-même, il regrette d'avoir échoué dans l'éducation de ses enfants, dans l'entretien de sa famille. Vous voyez? Oui. Il a réussi sur le plan politique, mais sur le plan familial, il a échoué. C'est un échec. Mais est-ce que cela diminue la valeur de Mandela en tant qu'icône de son pays? Et il faut dire, messieurs, que être un héros ne se décrète pas. En fait, c'est le sentiment du peuple qui reconnaît en vous d'avoir fait des choses pour la nation. Et aujourd'hui, la majorité du peuple congolais
à part quelques personnes qui le font pour des besoins de mauvaise foi, reconnaît que M. Etienne Tshisekedi a fait un parcours que moi, à sa place, peut-être je ne pouvais pas faire. Combien l'ont fait? Même quand on parle des 13 parlementaires, combien sont restés constants? Combien n'ont pas fait des va-et-vient entre Mobutu et l'opposition? Combien ne se sont pas fait corrompre? Et aujourd'hui, nous avons beaucoup qui ont quitté l'UDPS, qui ont créé leur propre parti. Quel est l'avenir de ces partis-là? C'est ça le problème. Quel est l'avenir de ces partis-là? Il y a beaucoup de partis aujourd'hui, UDPS X, UDPS Y, UDPS Z, mais ces partis-là représentent quoi? Très bien. Dans la sociologie politique congolaise, ces partis représentent quoi? Chiton. Je voudrais tout simplement conclure en disant que pour moi, Oui. M. Etienne Tshisekedi mérite d'être élevé au rang de héros national parce qu'il a fait des choses que beaucoup ne pouvaient pas faire en ce temps-là. Et notre casquette, père de la démocratie, c'est dans notre pays, aujourd'hui, certains disent que c'est Joseph Kabila qui mérite bien cette casquette, les autres, c'est toujours Tshisekedi. Et pour vous, les droits de l'homme, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai déjà pris position sur ma page Facebook en disant que le père de la démocratie congolaise, c'est M. Etienne Tshisekedi. Et nous pouvons citer un certain nombre d'actes courageux qu'il a posés pour qu'aujourd'hui, nous puissions parler d'un état de droit. Et je vous retourne la question en disant, qu'est-ce que le président Kabila Non, ce n'est pas vous qui posez des questions, c'est moi qui pose des questions. C'est à vous maintenant de me dire... C'est vous qui posez des questions. Et pourquoi Joseph Kabila n'est pas le père de la démocratie? Non, puisque avec lui, sous Joseph Kabila, Attendez. s'il vous plaît, qu'est-ce que je dis? Professeur, bon, maître, sous Joseph Kabila, on a eu des élections démocratiques et puis on a eu l'alternance en RDC d'une manière pacifique. Monsieur, pourquoi vous niez? Il ne faut pas être aveuglé. En 2006, nous avons eu les élections. Le président Kabila s'était impliqué dans ces élections parce qu'il était sûr de les gagner. Monsieur Kabila serait devenu père de la démocratie s'il avait organisé les élections de 2006 de manière transparente, de manière démocratique, et il a laissé quelqu'un d'autre les gagner. Tout ce qui était fait, c'était pour que lui puisse bénéficier des résultats de ces élections. En 2011, M. Kabila, avec sa majorité, ont commencé d'abord par éliminer le deuxième tour de l'élection présidentielle. Pour réduire le plus possible la chance d'un autre candidat de passer, pour que, en fait, les élections tournent à l'avantage de M. Kabila. Donc, ce que M. Kabila a fait sur tout son parcours, c'était pour son propre bénéfice. J'aurais compris que le président Kabila a organisé, par exemple, l'élection de 2011 et qu'il a laissé M. Etienne Tshisekedi prendre la direction du pays. Comment laisser élu Etienne Tshisekedi de mauvaise mémoire n'a pas été élu? C'est Joseph Kabila qui a été élu. Écoutez, messieurs, vous avez vu les chaos qui avaient entouré les élections de 2011. C'était une tricherie artisanale. Comment ça? Artisanale, ça veut dire que c'était visible aux yeux de tout le monde. Tout le monde voyait qu'on trichait. Tout le monde voyait que les militaires venaient prendre les urnes et les emporter. Tout le monde voyait que les gens étaient contraints de voter pour le président Joseph Kabila. Moi, je ne suis pas sur cette voie. Si vous organisez les choses pour votre profit, le combat que Etienne Tshisekedi a mené, ce n'était pas un combat pour une démocratie personnelle. C'était un combat pour une démocratie qui profite à tous les Congolais. Moi, je n'étais pas à son époque. Mais on l'accuse aussi d'avoir été parmi les gens qui ont commandité la mort de nos martyrs. Hein. Mais je vous dis tout simplement, monsieur, qu'un héros n'est pas un saint. Laurent Désiré Kabila est un héros. Qui a fait entrer le Rwandais au Congo? C'est qui? Dites-moi. Non, c'est vous qui répondez à vos questions. Mais c'est ce que je vous dis. Qui a fait entrer les Rwandais au Congo en disant que les Rwandais n'étaient pas des Rwandais mais étaient des Congolais? Ce n'est pas une erreur politique? Lui-même l'a reconnu. Mais est-ce que c'est pour autant que nous pouvons dire que parce que Laurent Désiré Kabila
a commis cette erreur-là, cette faute-là, il n'est pas un héros. Nous reconnaissons que Laurent Désiré Kabila a posé des actes courageux pour la protection, n'est-ce pas, de la nation congolaise, particulièrement dans la guerre qu'il y a eu ici en deuxième lieu, où il avait décidé de faire partir les Rwandais. Je voudrais que les gens se remettent en cause eux-mêmes. Pourquoi ils ont accepté Laurent Désiré Kabila comme héros national? Et que maintenant, pour Étienne Tshisekedi, qu'on dise il a participé, je ne sais pas, au martyr de la Pentecôte, il était au MPR. Mais Kabila a fait entrer les Rwandais ici. Et les Rwandais ont tué combien de Congolais ici? Les Rwandais ont tué combien de Congolais ici? Les Rwandais ont emporté même les archives de la République démocratique du Congo, des véhicules de l'administration publique, ont pillé le Congo. Est-ce que tout ça, on va les mettre sous les dos du président Laurent Désiré Kabila et lui renier les actes de bravoure qu'il a posés pour la République démocratique du Congo? C'est pour ça que nous posons le principe selon lequel un héros national, ce n'est pas un saint, c'est un homme. Un héros national n'est pas un saint, c'est pas un ange. Ce n'est pas ni moins un ange. Ce sont les propos de Maître Jean-Claude Katende. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous recevoir dans Tango Koki. Maître Jean-Claude Katende, merci beaucoup. Merci à vous. Messieurs, dames, nous sommes arrivés à la fin de cette grande émission Tango et Koki. Tango Koki, Tosololi Makamamboka, Oyo Isaki Mutuya. Tolobeli, Likambo ya bilan, ya Ndeko Félix Tshisekedi. En matière, il y a droit de l'homme. Tolobeli Likambo, Oyo Itali, prisonnier politique hollandais qui Makambo Nyoswana. Toye Kolobela, Makambo ya Bruno Chibala, bilan nae. Tolobeli sous Likambo Oyo. Il y a Ndeko Sylvestre Ilunga, Ilunkamba, Premier ministre. Tout chaque point. Il y a Ndeko Étienne Tshisekedi. Alors, Tokomina Souka ya émission Nabiso. Et c'est un il y a Koeba Kibuzaki Belé pour nous Rolanda Biso. Un autre rendez-vous, c'est pour ce mercredi déjà. Alors, je dis merci beaucoup à mon réalisateur Bailon. Je dis merci beaucoup à Shadrach, merci beaucoup à Jires et merci beaucoup à toute l'équipe qui m'accompagne souvent. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Et à très bientôt. ZTM Télévision, la vie à votre portée.